Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre participation à ce webinaire. Est-ce qu'on peut transmettre une entreprise métier d'art? Je suis accompagnée aujourd'hui de Séverine Manouvrier, chargée de projet à la FREMA, qui nous présentera la formation transmission de savoir-faire avec un témoignage de Pascal Vallon d'Horreur sur Strasbourg. J'ai également avec moi Nicolas Mougin, qui est spécialiste de la transmission d'entreprise à la Chambre de métiers d'Alsace. Et je me présente donc Léa Machat, référente métier d'art sur toute l'Alsace. Je vais laisser la parole à Nicolas dans un premier temps pour nous parler de la transmission d'entreprise. Ok, bonjour à tous. Alors c'est une grande question de savoir si on peut transmettre une entreprise artisanale en général et à plus forte raison une entreprise de métier d'art. Super réponse que je vais vous faire, ça dépend. Donc avec ça vous êtes bien avancé. Je dirais qu'il y a quand même quelque chose d'important à savoir avant, c'est que la transmission d'entreprise est toujours quelque chose de compliqué. Sur des entreprises traditionnelles, moi, j'ai à peu près 55% des entreprises qui se vendent pas. Ça veut dire des gens qui viennent nous voir à la chambre de métier, qui ont envie de s'aider et qui, à la fin, n'arrivent pas à trouver un repreneur parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne au bon moment, au bon endroit, malgré le fait qu'ils avaient envie de le faire. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. Quand on est dans les métiers d'art, c'est encore plus spécifique parce que, je veux dire, votre empreinte personnelle par rapport à votre savoir-faire, à votre côté artistique, à la spécificité que vous faites, de ce que vous faites, c'est encore plus exacerbé. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas préparé les choses et si vous n'avez pas peut-être formé quelqu'un en interne, ce sera encore plus compliqué. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter là rapidement, c'est les étapes globales d'une transmission standard. Et puis après, on pourra faire un petit focus sur la spécificité des métiers d'art. Mais par rapport à ce que je viens de dire en introduction, vous comprenez bien que le dispositif transfert des savoir-faire est peut-être une très bonne option et d'autant plus utile que vos métiers sont très attachés à vous, personnes physiques. Donc, on va voir rapidement aujourd'hui les différents points. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Non. Donc, une transmission d'entreprise, ça commence déjà par le projet de la personne. C'est vous qui allez, en tant que personne physique, donner les clés de ce projet. Est-ce que j'ai envie de vendre? Oui, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que je fais après? Donc, tout part d'abord de vous. Donc, il faut d'abord se préparer soi-même. Ensuite, il faut préparer l'entreprise pour la rendre ses cibles. Et ensuite, élaborer le projet. Et après, on a des accompagnements qui sont possibles par rapport à nos missions. Je vais vous présenter ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bascule pas sur PowerPoint? Ok, c'est bon. Désolé. Donc, quand on parle de se préparer soi-même, c'est déjà pourquoi vous voulez transmettre. On a une grosse majorité des gens qu'on accompagne qui veulent transmettre aujourd'hui parce qu'ils vont à la retraite. Donc, la question importante à se poser, c'est quand est-ce que je peux partir? Est-ce que j'ai bien tous mes trimestres? Pourquoi ça bouge la présentation? Et qu'est-ce que je vais faire après? Quand est-ce que je commence les démarches? On a coutume de dire que 2 ans avant la retraite, on peut commencer à lancer les démarches parce que trouver quelqu'un, ça prend du temps et quand la personne on l'a trouvé, il va se passer quand même pas mal de mois. On parle de 6 à 9 mois entre le moment où vous voyez la personne pour la première fois et le moment où enfin vous pourrez lui transmettre les clés de l'entreprise. Donc ça veut dire que si vous êtes 2 ans avant la retraite, même si on trouve quelqu'un rapidement, on peut toujours encore s'arranger avec la personne en disant bon voilà, vu le temps que tu mets pour les démarches, il va s'écouler 1 an, mais moi j'ai encore 1 an derrière avant d'arriver à la retraite. Écoute, tu vas me salarier 6 mois et puis je finis 6 mois à Pôle emploi. Comme ça, au bout de 2 ans, je serai bien à ma date de prise de retraite. Ça peut être d'autres raisons aussi. Hein. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent vendre parce que suite au confinement, ils ont mis un peu leur vie en perspective et ils ont envie de faire autre chose ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir un peu qu'est-ce que vous allez faire après. Ce qui est très important aussi là-dedans et voilà, le problème auquel vous êtes confronté en tant qu'entrepreneur, c'est que vous n'avez pas droit à Pôle emploi. Quelqu'un qui est salarié, qui se fait licencier, qui négocie une rupture ou voilà, il a potentiellement un maintien des aides de Pôle emploi derrière. Vous, en tant que dirigeant, vous n'avez pas droit. Donc, qu'est-ce que je fais pour rebondir rapidement derrière?
On a un petit check-up de ce qu'on appelle le vrai cédant, parce que c'est vrai qu'on voit parfois des gens qui sont soi-disant cédants et puis 10 ans après, ils ont toujours pas vendu l'entreprise parce qu'en fait, c'était plus pour se tester, voir un peu ce que ça vaut, mais ils avaient vraiment pas envie de vendre. J'accompagne parfois des gens aussi qui n'ont pas envie de lâcher, tout simplement parce que c'est un projet de vie, c'est une passion et c'est déchirant de se dire que j'arrête, ils voient pas ce qu'ils vont faire après. C'est tout à fait compréhensible aussi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous vendez, vraisemblablement, vous allez vous engager à arrêter de travailler dans le métier. Il peut y avoir une petite phase transitoire où vous allez transmettre les clés du savoir-faire à votre repreneur. Mais après, en théorie, vous êtes censé arrêter parce que vous aurez vendu une clientèle, c'est pas pour faire la même chose et être en concurrence avec votre repreneur. Donc ça m'arrive parfois d'avoir des gens qui, sachant ça, préfèrent se dire qu'ils vont arrêter doucement, lever le pied, faire du cumul emploi-retraite, mais qui ne transmettront pas, plutôt que de se dire qu'ils vont transmettre l'entreprise et puis finalement d'être obligés plus ou moins d'arrêter. Alors quand je dis obligé d'arrêter, on est obligé de ne pas faire concurrence à son repreneur. Mais on peut quand même continuer à travailler un petit peu en dilettante, à condition que ce soit pas un vrai projet économique ou que ce soit juste pour aider son repreneur et que ça aille pas plus loin. Donc, un vrai cédant, en général, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi son projet, qui a un projet de vie pour l'après, que son entourage suit dans ce projet, parce que vous avez parfois des entreprises où des membres de la famille sont avec, typiquement l'épouse du dirigeant, souvent, qui est plus jeune. Donc, qu'est-ce qu'on fait si elle n'a pas encore ses trimestres? Il faut qu'on soit au clair sur le prix de ce que peut valoir l'entreprise. On va en parler un petit peu plus loin. Une fois qu'on a défini le prix, qu'est-ce qui reste? Parce qu'il y a de la fiscalité. C'est pas parce que vous vendez votre entreprise à 200 000 euros qu'il va vous rester 200 000 euros ou 100 000 ou 50. Et que vous ayez un argumentaire pour pouvoir discuter avec votre repreneur. On parle ici aussi de confidentialité de la démarche. Moi, clairement, aujourd'hui, dans l'artisanat, c'est tellement difficile de trouver un repreneur que souvent, on n'a pas le luxe de garder la démarche confidentielle. En plus, si on prend les choses correctement, il n'y a pas de raison que ce soit un problème d'en parler, parce que de toute façon, même si vous gardez le secret, les mauvaises langues finiront par en parler, et elles en ont déjà parlé avant même que vous entamiez quoi que ce soit comme démarche. Donc, quitte à ce qu'on dise de toute façon, oui, il va fermer, oui, il est mort, oui, l'entreprise est en liquidation, autant utiliser ce réseau de façon positive en disant non, non, écoutez, voilà, moi, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, mais j'arrive à l'âge de la retraite où j'ai envie de changer. Donc, j'ai pas envie de la laisser tomber, ni de laisser tomber mes clients. Donc, chers partenaires, chers clients, chers fournisseurs, aidez-moi à trouver quelqu'un de bien qui pourra prendre ma suite. Cette personne, je vais la former de façon à ce que je laisse pas tomber cette belle entreprise. Si vous dites ça, il y a en théorie pas trop de raisons que les gens partent. Moi, j'ai plutôt des contre-exemples. Après, chaque situation est particulière. Il faudra faire un point sur votre situation pour voir dans quelle mesure on peut en parler ou pas. Mais si on peut, c'est toujours mieux. Le but de préparer ensuite l'entreprise, une fois que vous êtes au clair sur votre démarche, ça va être de la rendre cessible, de la valoriser au mieux, de garantir sa pérennité et d'être transparent pour convaincre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un repreneur, c'est un saut dans le vide pour lui. Je veux dire, votre boîte, il la connaît pas, il a jamais, souvent si c'est une personne physique, il a jamais été dirigeant, donc il a besoin d'être rassuré et la transparence et la confiance que vous arriverez à mettre dans vos contacts, ce sera essentiel pour le rassurer. Donc, quand on parle de préparer l'entreprise, un repreneur, il va auditer votre entreprise parce qu'encore une fois, il ne la connaît pas. Donc, il va avoir besoin de se rassurer sur son fonctionnement et il va avoir besoin Mon collègue de la CCI dit levez le capot, regardez s'il y a sous le capot, analysez le moteur et tout. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le point essentiel d'une entreprise, c'est bien sûr son activité. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. Et ce que veut un repreneur, c'est bien sûr des clients et une activité. Sinon, il va créer de zéro. Sinon, ça n'a pas d'intérêt pour lui de reprendre. Donc, quel type de clientèle on a? Comment vous fonctionnez avec vos clients? Est-ce que c'est des relations très personnelles ou pas? Est-ce que vous en avez un qui pèse 80% de votre chiffre d'affaires? Dans ce cas-là, c'est très risqué pour un repreneur parce qu'il va se dire « Ah mince, mais
Si celui-là, je le perds, je peux pas continuer l'activité, donc comment je fais pour le garder? Est-ce qu'il y a des contrats particuliers avec certains clients? Est-ce que c'est des contrats sur certaines années? Est-ce que vous avez des exclusivités aussi ou des qualifications particulières qui vous permettent, par exemple, de travailler sur les bâtiments de France, hein? Et dans ce cas-là, est-ce que le repreneur, il faut qu'il se forme ou qu'il passe ses qualifications aussi? Parce que sinon, il peut pas poursuivre votre activité. Donc tout ça, ça va être passé au crible. Et on va aussi analyser un peu l'évolution de votre activité. Est-ce que le chiffre d'affaires est en hausse? Est-ce que vos marges, comment elles ont bougé sur les derniers exercices, etc. Et bien entendu, est-ce que vous avez un fichier client qui est formatisé et à jour? Bon, en fonction des métiers, c'est plus ou moins important, mais encore une fois, il faut vraiment se mettre à la place d'un repreneur. Lui ne connaît pas votre activité. Donc, tous les outils que vous aurez pour pouvoir lui transmettre votre fonctionnement, et notamment un fichier client, ça en fait partie, ce sera utile pour lui. On va étudier aussi les moyens techniques. Donc, est-ce que vous avez des machines? Est-ce qu'elles sont aux normes? Est-ce qu'elles sont fonctionnelles? Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'un repreneur, il va engager des moyens financiers pour reprendre votre entreprise. Il va sans doute aller voir une banque pour faire un emprunt. Donc, une grosse partie de l'argent qu'il va emprunter va servir à vous racheter votre fonds de commerce ou la société. Ce qui veut dire qu'il aura très peu de marge de manœuvre pour aller voir au bout d'1 ou 2 ans le banquier et lui dire « Ah bah attendez, il y a un four qui a cassé, là j'ai besoin de 50 000 en plus ». Donc ça, en général, ça fonctionne pas. Ça veut dire qu'un repreneur, il va auditer votre matériel et il a besoin de s'assurer que tout est aux normes parce que si c'est pas le cas, il faut qu'il prévoie tout de suite les moyens financiers qui correspondent à la mise aux normes de votre atelier ou du matériel. Donc ça veut dire que clairement, une entreprise qui techniquement peut se vendre, je dis n'importe quoi, 200 000 euros, si vous avez, je prends un exemple, ce qu'on a nous standard, qui est pas un métier d'art, mais qui est parlant, c'est les boulangers. Si vous avez un four à remplacer parce qu'il a 50 ans, le repreneur, il peut pas prendre le risque de travailler avec un équipement qui casse. Donc, votre entreprise, elle vaut peut-être 200 000 en réalité, mais le repreneur, il va avoir 50 000 à mettre en plus pour racheter un four, donc il va vous la négocier que à 150 000. En plus, un repreneur a pratiquement une chance sur 2 d'avoir un contrôle dans le cadre d'une reprise, hein. Ils sont un petit peu moins fréquents sur les entreprises en fonctionnement. Dans le cadre d'une reprise, on a plus de chances d'avoir un contrôle. Donc, il faudra bien s'assurer que tout est aux normes. Est-ce que j'ai l'aspiration qui est aux normes dans mon atelier d'ébénisterie ou de menuiserie, des choses comme ça. Le repreneur va étudier aussi les moyens humains. Si vous avez des salariés, qu'est-ce qu'ils y sont, quel âge ils ont, quelles qualifications, est-ce que vous avez eu du turnover? Là, j'ai une boîte cette semaine que j'ai vue, il y a la moitié de l'effectif qui est parti en 2 ans. Bon, alors c'est un peu un problème. Pourquoi? Les gens, est-ce qu'ils ont démissionné? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise entente? Est-ce que voilà, ça c'est des questions importantes, hein. Et puis après, comment vous fonctionnez avec vos salariés? Est-ce qu'il y a des tickets resto? Est-ce que il y a un PE? Des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de reprise, quelles que soient les modalités de reprise, un repreneur a l'obligation de reprendre tous les contrats de travail aux mêmes conditions. Donc, si jamais vous aviez, par exemple, quelqu'un de la famille dans l'entreprise qui ne veut pas continuer, il faudra absolument trouver un moyen de sortir cette personne avant. Parce que si le repreneur, c'est lui qui la sort, il a trop de risques. Lui, il vous connaît pas. Potentiellement, on pourrait avoir une action en prud'homme et il est sûr de perdre. Ensuite, il va étudier tout l'environnement juridique de votre entreprise, le bail, les contrats commerciaux, est-ce qu'il y a des exclusivités avec certains fournisseurs, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est lui qui va faire, assisté de ses conseils, expert comptable, éventuellement avocat. Là, on vous met juste une petite slide pour vous dire aussi que depuis 2014, vous avez l'obligation d'informer vos salariés au moins 2 mois avant la vente. Ça avait été mis en place justement par rapport à ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne se vendent pas. Donc pour éviter ça, on voulait quand même à minima obliger les dirigeants à informer leurs salariés, au cas où il y a des salariés qui pouvaient être intéressés. Ils n'ont aucun droit de priorité, il faut juste 2 mois avant la vente les informer, leur dire que l'entreprise va être en vente à tel prix, et puis s'ils veulent se positionner, ils peuvent. Mais entre nous, 2 mois avant la vente, c'est plus faisable, je veux dire. Normalement, quand on est 2 mois avant la vente, tout est pratiquement bouclé.
Ensuite, une fois que on s'est préparé soi et qu'on a préparé l'entreprise, il faut également savoir ce que vous allez transmettre. Si vous êtes en micro ou en entreprise individuelle, la question ne se pose pas. Vous allez transmettre uniquement le fonds de commerce parce que vous n'avez pas créé de société. Donc l'entreprise, elle est liée à votre personne physique et vous allez vendre uniquement le fonds de commerce. Donc dans le fonds de commerce, il y a le nom, le matériel, les contrats de travail et la clientèle. Donc le repreneur, lui, va créer une nouvelle structure, que ce soit une entreprise individuelle ou une société, pour racheter votre outil de travail fonds de commerce. Et il y a bien votre entreprise qui va disparaître, transmettre ses actifs, et une nouvelle structure qui va se créer. Si vous êtes en société, c'est différent. On a à ce moment-là deux choix. Vous pouvez toujours décider de vendre le fonds de commerce. Donc votre société va se vider de sa substance et elle va vendre le fonds de commerce exactement comme ce que je viens de dire pour une entreprise individuelle. Ou alors, vous allez vendre les parts sociales ou les titres de votre société. Et dans ce cas-là, vous transmettez l'intégralité de l'entreprise. La grosse différence, alors il y a pas mal de différences pour le repreneur sur le montage juridique. La différence pour vous, c'est la fiscalité et aussi le périmètre de ce qu'on vend. Puisque quand vous vendez la société dans sa globalité, le repreneur, il reprend aussi tout ce qu'il y a dans les comptes. Si je prends un exemple, vous avez un fonds de commerce qui vaut 100 000. Vous vendez votre fonds de commerce à 100 000. Le repreneur, il crée sa structure, il se débrouille. Et vous récupérez 100 000 euros. Et ensuite, avec ces 100 000 euros, vous allez régler les dettes qu'il y a éventuellement dans la société, récupérer la trésorerie et vous allez liquider. Si vous vendez par contre la société dans sa globalité, votre fonds de commerce de cette société vaut 100 000, mais peut-être qu'elle a encore des dettes à hauteur de 20 000 ou peut-être que vous avez de la trésorerie à hauteur de, 50 000. Donc, dans ce cas-là, comme le repreneur, il reprend tout le package, il va reprendre une société dont le fonds de commerce vaut 100 000, mais il va reprendre à son compte les dettes. Donc, il va devoir payer les 20 000 de dettes. Donc, dans ce cas-là, ça vaut 100 moins 20, mais il reprend également la trésorerie, plus 50. Donc, dans ce cas-là, les titres de votre société ne valent pas 100 000, mais bien 100 moins 20 plus 50, donc ils vaudront 130 000, parce qu'il va récupérer quelques dettes, mais aussi de la trésorerie avec. Donc, c'est très important que vous sachiez ce que vous allez vendre, parce que pour le repreneur, c'est pas la même chose, et pour vous aussi. Et souvent, on a des cédants qui se rendent pas compte, qui se disent je veux 100 000, oui, mais il y a quoi dans les 100 000? Est-ce qu'il y a le bâtiment avec? Est-ce qu'il y a le véhicule? Est-ce que c'est le fonds que tu vends? Est-ce que c'est les parts? C'est assez différent. Donc, c'est important de pouvoir faire le point aussi là-dessus. Éventuellement, on pourra vous aider. Si je dois vous donner juste une tendance, sur les petites structures, au-delà de 100, 200 000 euros de valorisation, on est souvent sur une vente de fonds de commerce. Sur les plus grosses, on va être souvent sur une valorisation une vente de parts sociales ou de titres. Alors, c'est un peu dans la continuité de ce que je vous disais, c'est que parfois, ça m'arrive aussi d'avoir des entreprises où finalement, c'est très difficile de trouver quelqu'un. Et puis, pour reprendre l'activité, puis du coup, on va vendre juste le droit au bail parce que pour le coup, l'emplacement est bien. Et il y a une certaine valeur uniquement pour l'emplacement. Donc, on ne vend pas la société, mais on vend juste le droit au bail ou juste l'immobilier. On vous parle ici de location-gérance. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est quelque chose que qu'il faut absolument éviter autant que possible parce que juridiquement, c'est très dangereux pour les deux parties, pour le vendeur comme pour le repreneur. On met en place éventuellement une location-gérance quand on n'a pas le choix, avec quelqu'un de confiance et de façon très temporaire. Si l'un d'entre vous est intéressé par cette solution, on pourra là en discuter un peu plus en détail. Mais retenez juste que si on veut aller là-dessus, il faut vraiment que ce soit dans des circonstances très particulières, parce que sinon c'est un peu dangereux. Ensuite, il faut savoir à qui vous allez transmettre. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un sous le coude, un enfant, un membre de la famille? Est-ce que vous avez éventuellement un salarié? Ou est-ce qu'il faut aller chercher un repreneur à l'externe? Et dans ce cas-là, par rapport au repreneur à l'externe, est-ce que c'est plutôt est-ce que votre entreprise, vous pouvez cibler un cadre en reconversion? Est-ce que vous pouvez cibler un autre entrepreneur du même secteur ou d'un secteur proche? Ou est-ce que ça va être plutôt un particulier, quelqu'un avec un savoir-faire très spécifique? Souvent, ce sera votre cas. Donc, on sera sur un ciblage un peu plus précis. Alors, là, on vous parle de comment transmettre. Ça peut être à titre gratuit ou à titre onéreux. Clairement, aujourd'hui, à titre gratuit, c'est uniquement les transmissions dans la famille.
Pour une raison très simple. Alors, de façon très exceptionnelle, ça peut arriver qu'on fasse des donations aux salariés, mais moi, depuis des dizaines d'années que je fais ce métier, je l'ai vu qu'une fois, et c'est très rare. Mais en général, la donation, ça concerne surtout les enfants, notamment pour une raison très simple, c'est que si vous voulez donner à un tiers avec qui vous n'êtes pas en parenté, c'est 60% de fiscalité qui va à l'État. Donc si votre fonds vaut 100 000, vous voulez le donner à quelqu'un, il va devoir payer 60 000 euros à l'État, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, il existe des dispositifs pour alléger tout ça, mais bon, c'est rare qu'on ait envie de donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si maintenant on devait donner, parce que vous êtes dans le cas où vous avez quelqu'un de la famille qui veut reprendre un enfant, sachez qu'il y a des abattements sur la fiscalité. Alors, normalement, on paye des droits de donation. Hein. Les droits de donation, ils sont différents en fonction du lien de parenté. Et après, ce sont des paliers, un peu comme l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, plus le tarif est élevé, plus le bien qu'on transmet a de la valeur, plus on va payer cher. Hein. Donc, les droits évoluent entre 5 et 60% en fonction des paliers. Mais aujourd'hui, il est possible de donner 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc, ça veut dire que si votre entreprise, vous l'avez créée après le mariage et que vous êtes sous le régime légal, ça veut dire que même si c'est une société et que vous avez toutes les parts ou que c'est une entreprise individuelle uniquement à votre nom, le fait de l'avoir créée après le mariage, c'est un bien qui appartient aux deux époux. Donc, chaque époux peut donner 100 000 euros à chacun des enfants. Donc, même si votre entreprise vaut 200 000 euros, on devrait pouvoir la transmettre sans rien du tout, sans payer rien. Il y a aussi des réductions en fonction de l'âge du donateur et un dispositif qui s'appelle le pacte du Treil, qui vous permet d'avoir un abattement de 75% des droits de mutation. C'est vraiment un dispositif fiscal qui est bien fait et qui est spécifiquement fait pour favoriser la transmission aux enfants. Donc, avec ce dispositif, même jusqu'à plus de 600 000 euros, on peut transmettre une entreprise normalement sans que les enfants n'aient rien à payer. Donc, si on a les enfants qui veulent reprendre, on peut optimiser cette partie. La vraie difficulté quand il y a plusieurs enfants, c'est plutôt de se dire comment on garde une égalité entre les enfants, parce que vous savez qu'il n'est pas possible d'avantager un enfant par rapport à un autre. Donc, si vous donnez une entreprise qui vaut 100 000 à un des enfants et qu'il y en a deux autres, en théorie, il faut donner 100 000 à chacun. Donc, il y a des dispositifs aussi où éventuellement on peut faire ce qu'on appelle une donation avec soult, c'est-à-dire que on va donner l'entreprise qui vaut 100 000 au fils repreneur et lui va dédommager ses frères et sœurs en versant à chacun 33 000 euros pour rétablir l'égalité. Mais il aura quand même reçu l'entreprise un tiers moins cher que s'il avait racheté complètement. Ensuite, ça c'est quand même le cas le plus courant, hein, parce que malheureusement, il y a trop peu de transmission dans la famille en France. On a un problème par rapport à ça. Je ne sais pas si on n'arrive pas à assez bien motiver nos enfants sur le fait que c'est bien d'être entrepreneur. Mais en tout cas, le plus souvent, on a quand même plutôt des transmissions à titre onéreux et à des tiers. Donc, il va y avoir des droits de mutation pour l'acquéreur, des plus-values pour vous en tant que cédant. Donc, si vous vendez les parts sociales d'une société, il faudra savoir qu'aujourd'hui, vous aurez une fiscalité de 30% sur la plus-value. Donc, ma société a un capital de 1 000 euros et je la vends à 100 000. J'ai fait 99 000 euros de plus-value. Là-dessus, je vais payer 30%. Si je pars en retraite dans les 2 ans avant ou après, éventuellement, je peux être exonéré de 12,8%. Il me restera 17,2% à payer. Si vous êtes sur une session de fonds de commerce, là, il y a une petite différence entre les plus-values long terme ou plus-values court terme. Les plus-values à long terme, c'est tout le matériel que vous avez depuis plus de 2 ans. Les plus-values court terme, c'est tout ce qu'on a depuis moins de 2 ans. Donc, les plus-values à court terme, elles reviennent dans l'impôt sur le revenu, comme quand vous payez l'impôt sur le revenu sur vos bénéfices. Hein. Et les plus-values à long terme, elles sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que sur les cessions d'entreprises individuelles, il y a un dispositif qu'on utilise très souvent, qui répond au doux nom de 238 quindéciès du Code général des impôts, qui vous permet d'avoir une exonération totale de plus-value jusqu'à un prix de 500 000 euros. Ça a été augmenté récemment, la loi de finances de l'année dernière. Donc, grosso modo, si vous êtes en entreprise individuelle, surtout vous ne transformez pas en société avant la vente, restez en entreprise individuelle. Vous aurez
ce dispositif qui va vous permettre d'être exonéré totalement de plus-value. Et c'est suffisamment rare de façon générale pour pouvoir le noter. Aujourd'hui, pouvoir récupérer jusqu'à 500 000 euros de revenus finalement, sans payer 0 € d'impôt, c'est assez exceptionnel. Donc, voilà. Il existe d'autres dispositifs d'exonération. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. De toute façon, la fiscalité, c'est un point important, mais c'est pas le premier, parce que d'abord, il faut savoir quelle est votre situation personnelle par rapport à la vente. Ensuite, il faut savoir est-ce que l'entreprise est vendable et combien elle vaut. Et après, on regarde comment on peut optimiser la fiscalité. Bien entendu, si on peut l'optimiser, on va l'optimiser, mais on va pas faire des choix stratégiques importants de votre vie ou de l'entreprise pour des raisons fiscales, parce qu'on n'est jamais sûr non plus de rentrer dans les clous. Et puis la fiscalité, elle bouge, c'est-à-dire que là, on est sur une fiscalité au jour d'aujourd'hui, mais demain, est-ce que ce sera toujours la même chose ou non? On ne sait pas. Ensuite, un point qui est très important aussi dans le cadre d'un projet de vente, c'est de se définir combien l'entreprise elle peut valoir. Alors là aussi, ça dépend bien sûr du contexte. Vous aurez peut-être entendu parler de la méthode des barèmes parce qu'elle est simple à comprendre. Et les barèmes, en fait, c'est incomparable. On analyse toutes les ventes de boulangerie, d'ébénisterie, de taxis, de je ne sais quoi sur l'année, et on va vous dire voilà, tel type d'activité, ça se vend entre temps 30 et 80% du chiffre d'affaires annuel. C'est une première indication, mais c'est souvent très très insuffisant parce que déjà la fourchette est très large et chaque entreprise est spécifique. Vous avez des entreprises avec un chiffre d'affaires important mais qui sont pas rentables, d'autres avec des petits chiffres d'affaires qui sont très rentables. Donc la première, selon les barèmes, vaudrait très cher, la deuxième pas, alors que dans la réalité, un repreneur, il préférera une entreprise avec peut-être moins de chiffres, mais plus rentable. Donc ces techniques-là, elles ne suffisent pas. Il me semblait qu'on avait... Non, pardon, on détaille pas. Je regardais juste si on détaillait... Donc, les méthodes auxquelles vous serez confrontés, il y en a d'autres. C'est des méthodes qui sont basées sur une analyse patrimoniale. Là, si je résume, c'est l'entreprise vaut ce qu'elle possède. Voilà, j'ai un atelier, j'ai tout investi, j'ai des belles machines, j'ai un véhicule, tout ça, ça vaut 150 000 euros. Mon entreprise vaut 150 000 euros au moins. C'est vrai, vous avez raison. Un repreneur qui voudrait s'installer à l'identique, il devrait sortir ses 150 000 euros. Donc, on est légitime de dire que ça vaut 150 000. La limite de cet exercice, c'est que si vous avez un atelier qui vaut 150 000 euros, mais qu'il n'y a pas un client qui passe et que votre projet économique, il est vraiment pas bon et que votre entreprise tourne pas, même si l'atelier est bien, aucun repreneur voudra vous le racheter parce qu'il n'y a pas d'activité en face. Ce qui m'amène à la troisième technique qu'on utilise et qui est la plus utilisée, c'est des techniques qui sont basées sur le rendement. C'est-à-dire une entreprise vaut un certain pourcentage de son bénéfice. Ça, c'est les techniques auxquelles vous serez confrontés pour une raison très simple, c'est que souvent un repreneur, il a besoin d'un banquier. Donc, le banquier va regarder une seule chose. Vous me demandez 100 000 euros pour racheter cette entreprise, monsieur le repreneur. Je dis des bêtises. Le banquier va regarder deux choses. La première, c'est est-ce que vous, monsieur le repreneur, êtes capable de faire ce que faisait l'ancien cédant? Est-ce que vous êtes un suffisamment bon professionnel, expérimenté pour me rassurer sur votre profil et me dire que vous ferez la même chose, ou que vous arriverez à reprendre cette entreprise correctement? Et deuxième chose, vous me demandez 100 000 euros. Est-ce que sur la base du modèle économique passé de cette entreprise, vous allez être capable de me les rembourser sur 5 ans? Donc, une entreprise qui se vend 200 000 euros, ça veut dire que sur le bilan que vous aviez par le passé, en retraitement sur un fonctionnement normal, elle était capable de rembourser, de générer au moins 20 000 euros de bénéfices tous les ans, en plus de la rémunération du dirigeant. Si c'est le cas, effectivement, le repreneur pourra se rémunérer, travailler dans l'entreprise et sortir un salaire, et sortir 20 000 euros par an, qui vont lui permettre de rembourser le banquier 100 000 euros sur 5 ans. Si votre entreprise, elle était capable de générer 40 000 euros de bénéfices une fois qu'elle avait tout payé, elle va pouvoir se vendre 200 000. Si elle est capable de générer que 10 000 euros de bénéfices une fois qu'elle a tout payé, elle pourra se vendre que 50 000. Grosso modo, c'est vraiment comme ça qu'on va faire l'analyse. C'est un petit peu réducteur et je suis désolé, je passe vite, mais on a une présentation qui est rapide. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un repreneur, son analyse principale, ça va être vraiment la rentabilité corrigée de votre entreprise. Plus une entreprise est rentable, plus elle va pouvoir se vendre cher. Moins elle est rentable, moins elle vaudra quelque chose. Notamment pour une raison très simple aussi, c'est qu'il n'y a pas de marché.
Aujourd'hui, si on trouve un repreneur qui a envie et qui a les moyens de reprendre votre boîte, c'est déjà pas mal. On a peu de chance d'en avoir 15 sur une entreprise artisanale. Donc, on ne pourra pas non plus faire monter les enchères. Donc, il faut surtout définir un prix qui soit vraiment en lien avec votre activité économique et qu'un repreneur va pouvoir financer à la banque. Bien sûr, le banquier va demander au repreneur aussi de mettre de l'argent sur la table, hein. En ce moment, il faut qu'il mette à peu près 20% sur la table pour pouvoir être suivi. Donc, si vous demandez 100 000 pour votre fonds, il faut que le repreneur il apporte 20 000. Mais malgré tout, il empruntera quand même à peu près 100 000 parce que dans les 20 000 que lui va mettre sur la table, il va sans doute devoir financer les frais de reprise, peut-être un peu de rachat de stock, peut-être un peu de renouvellement de matériel. Donc, en général, quand vous annoncez un prix à 100 000, c'est quand même ce que va emprunter le repreneur derrière, donc il faut pouvoir le rembourser. Voilà, je suis désolé, je vais un peu vite, j'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, je suis dispo après la présentation. Voilà, les facteurs clés de succès, donc vous l'aurez compris, se préparer personnellement, avoir des comptes transparents et une structure simple, hein, qu'on puisse facilement l'expliquer à un repreneur, avec éventuellement quelques outils pour lui donner les clés de votre fonctionnement une fois que vous n'êtes plus là. Anticiper la fiscalité, si possible déléguer pour ne pas être indispensable à l'entreprise. Alors ça, on sait que c'est un vœu pieux, hein, dans l'entreprise artisanale. Moi, j'ai jamais vu des entreprises artisanales où ça tournait sans le dirigeant, hein. Vous êtes toujours la personne clé, c'est normal. Après, plus on peut mettre en place de la délégation ou quelques outils, mieux c'est. Mais bon, on sait très bien que c'est pas facile, hein. Alors, j'ai plus la main sur le PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En tout cas, nous, on peut vous accompagner. On peut faire des entretiens de cadrage, un diagnostic et diffuser des annonces sur notre site qui est aujourd'hui le site Transentreprise que vous voyez ici, hein. Quand on diffuse une annonce sur ce site, elle est ensuite reprise sur le site national des chambres de métiers et sur le site de BPI. Et du coup, ça nous permet d'avoir éventuellement des contacts pour la reprise. Après, clairement, en fonction de la spécificité de votre savoir-faire, si vous êtes sur un savoir-faire très technique, très artistique ou très haut de gamme, ce sera très difficile de trouver quelqu'un. Il faut absolument que vous l'anticipiez et éventuellement que vous formiez cette personne. Parce qu'on l'a pas, j'en ai pas parlé, mais la cohabitation dans le cadre d'une reprise entre le repreneur et le dirigeant, c'est toujours une période compliquée. Et dans les dossiers standards, on va éviter que ça se prolonge. On dit qu'un accompagnement, il ne doit pas dépasser 6 mois. Donc forcément, en 6 mois, la personne, si vous avez un savoir-faire très spécifique, elle ne pourra pas se l'approprier. Elle a difficilement déjà le temps juste de comprendre comment fonctionne votre entreprise et que vous la présentiez à la clientèle, vous lui montriez le fonctionnement, mais par contre, le savoir-faire, en 6 mois, c'est pas possible. Pourquoi on est obligé d'être sur une démarche assez courte? C'est que souvent, l'entreprise, sur le long terme, elle n'a pas moyen de payer 2 salaires de dirigeants. Et par ailleurs, c'est difficile pour un repreneur d'exister tant qu'il est dans votre ombre. Vous êtes la personne clé, vous avez un savoir-faire spécifique. Tant que vous êtes là, le repreneur, il aura du mal à s'affirmer. Donc c'est pour ça que cette période transitoire, après la reprise, on essaie de faire en sorte qu'elle soit assez courte. Et pour vous, c'est compliqué aussi parce que vous retrouvez entre guillemets salarié ou avec un lien de subordination dans la boîte dont vous étiez dirigeant, c'est jamais simple non plus, hein. Clairement, un fauteuil de dirigeant, il est souvent trop étroit pour 2 personnes. Donc ça veut dire que si on doit anticiper une transmission et qu'on doit former quelqu'un, il vaut mieux le former avant. Et ensuite, le jour où la reprise se fait, éventuellement on reste pour accompagner quelques mois, mais pas beaucoup plus. Là, je vous parle du schéma standard, hein. Bien sûr, il y a aussi quelques exceptions, mais bon, c'est pas simple à gérer. Donc si on peut passer comme ça, c'est mieux. Voilà. Là, vous avez les coordonnées des conseillers qui s'occupent de transmission d'entreprise à la chambre de métier. Donc moi, je m'occupe du secteur du Bas-Rhin et j'ai ma collègue Louise qui s'occupe du Haut-Rhin. Je sais pas, Léa, si on peut mettre en place une séance de questions déjà tout de suite ou plutôt si tu préfères que ce soit à la fin. Non, justement, j'allais proposer, hein, si vous avez des questions déjà maintenant à poser à Nicolas, si vous avez un projet ou voilà, juste plus de précision, vous avez le chat sur votre droite de l'écran où vous pouvez nous écrire. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, je suis désolé, c'est un peu dense et un peu rapide. C'est des présentations qu'on fait sur une durée un peu plus longue d'habitude. J'espère que je vous ai ni assommé ni perdu. En tout cas, je voulais juste déjà vous donner les grandes lignes. Voilà, c'est un projet qui
prend du temps et qui se travaille sur le long terme. Mais du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez qu'on cadre un peu les choses. Parce que comme dit, chaque situation est très particulière, donc il faut pouvoir partir de vous. Et souvent, ce qui est difficile dans un projet de transmission, c'est que ça concerne tous les aspects de votre vie, à la fois le côté personnel, le côté financier, le côté patrimonial, éventuellement le côté succession, plus tout le côté économique de l'entreprise. Donc il faut surtout essayer d'avoir une vision globale et se poser toutes les questions pour essayer de trouver le meilleur chemin, celui qui vous convient le mieux. Faire appel à vos conseils, hein, l'expert comptable, le notaire s'il y a une donation, les avocats, pour être bien entouré là-dessus. Mais en tout cas, ça s'anticipe. On a coutume de dire qu'une transmission, ça doit s'anticiper entre 5 et 3 ans avant, quoi. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, éventuellement, posez-les sur le chat, j'y répondrai. Oui, merci Nicolas. Et oui, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra toujours y revenir à la fin du webinaire. On va passer la parole maintenant à Séverine Manouvrier qui va nous parler plutôt de la transmission de savoir-faire. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du dispositif de transmission qui a été mis en place par la FREMA en 2006 suite à différents constats. Donc cette formation a été créée pour pallier le manque de formation à certains métiers rares, donc pour lesquels il n'existe pas de formation spécifique, au moins à l'échelle du Grand Est. Ou alors pour vraiment répondre à des besoins de personnes qui sont en reconversion et qui n'ont plus accès à un circuit de formation. Donc le but est forcément de sauvegarder et de transmettre des savoir-faire qui ne sont plus enseignés. Ce qui permet aux ateliers de former une main-d'œuvre qualifiée et de contribuer au développement des métiers d'art et à la création d'emplois dans ce secteur. Donc, ce dispositif s'adresse exclusivement à des demandeurs d'emploi. Donc, c'est une condition sine qua non pour intégrer ce dispositif, être inscrit à Pôle emploi. Ce qui permet aux stagiaires de continuer à percevoir des allocations chômage s'ils ont des droits, et du coup de se former dans des conditions plus confortables financièrement. S'ils n'ont pas de droits, ils sont pris en charge par la région Grand Est, donc qui a établi un barème de rémunération aux stagiaires de la formation professionnelle. Donc, globalement, ça c'est un constat qu'on a fait. D'année en année, on a de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle, donc qui ne sont pas satisfaites de l'épanouissement qu'elles ne trouvent pas ou plus dans leur métier initial et qui ont l'envie d'exercer un métier d'art, une idée qui est sous-jacente souvent depuis assez longtemps et qu'elles ont envie de concrétiser. Donc c'est quand même de l'ordre de 70% sur l'effectif global de personnes qui souhaitent se reconvertir. Et donc, comme je vous disais, c'est un chiffre qui a tendance à grandir au fur et à mesure des sessions. Alors, il n'y a pas forcément de prérequis définis puisque c'est très compliqué en fait d'établir de mettre les gens dans des cases sur ce dispositif, puisque comme vous le savez, la nomenclature des métiers d'art recense plus de 280 métiers, donc chaque métier a sa spécificité. C'est très compliqué d'être en attente d'un profil type. Donc, souvent, ce sont des personnes qui souhaitent se perfectionner un métier rare, donc qui font appel à ce dispositif dans le cadre d'une suite de parcours.
puisque même s'il n'y a pas d'expérience exigée au moment de la candidature, forcément, les personnes qui ont déjà un minimum de bagages techniques sont favorisées par rapport aux autres, puisqu'en un an, c'est quand même assez compliqué d'acquérir une expertise en termes de savoir-faire dans un métier. Et donc, l'idée pour ces stagiaires, c'est de créer ou d'intégrer un atelier, voire de le reprendre, puisque ce dispositif est très utile dans le cas d'une reprise d'entreprise. Ce sont des conditions assez privilégiées pour le cédant et le repreneur, puisqu'en fait, ça permet d'aller vraiment en profondeur dans le détail et des savoir-faire et des notions de gestion d'entreprise et tout ce que ça englobe. Alors, c'est pas si évident dans le cas d'une reprise d'entreprise. On a un très bel exemple. On a l'exemple de l'atelier d'Hubert Haberbusch de restauration de véhicules anciens en carrosserie tôlerie à Strasbourg. Donc cette entreprise, elle a participé à maintes reprises au dispositif depuis sa création. Je dirais qu'elle a formé au moins 5 stagiaires qu'elle a toujours embauchés à l'issue de la formation. Et au final, en fait, la quasi-totalité de l'équipe a été formée grâce au dispositif de transmission et Hubert Haberbusch a fini par lever un petit peu le pied sur son activité et l'actuel gérant de l'entreprise et donc Isaac Renzing qui a bénéficié de ce dispositif il y a de nombreuses années, qui est épaulé par une personne qui a également été formée dans ce cadre-là. Donc là, c'est un vrai exemple de réussite. On a également l'entreprise l'ébénisterie Ernie à Colmar qui a procédé de la même manière. Ensuite, là, récemment, on a eu 2 exemples deux situations de projets de reprise d'ateliers qui ne vont probablement pas aboutir puisque, ce que disait Nicolas Mougin, on se heurte à ce problème au niveau du formateur, donc de l'artisan, qui a vraiment du mal à décrocher de son activité, il y a consacré sa vie entière et il n'est tout simplement pas prêt à stopper son activité. La deuxième chose, c'est que souvent, en tout cas dans le cadre du dispositif et dans ces 2 exemples-là, l'artisan habite sur place en fait, donc c'est d'autant plus compliqué de céder l'atelier puisque il fait, c'est une annexe de son habitation, mais voilà, pour le repreneur, c'est pas non plus évident de faire sa place et de s'installer et de se projeter dans ces conditions-là. Donc, les artisans qui participent à ce dispositif œuvrent dans les domaines de la tradition, la restauration ou la création. C'est plus rare, la création, ce sont plus des métiers effectivement du patrimoine. On a beaucoup de demandes effectivement en restauration. Donc le critère, évidemment, c'est la rareté du savoir-faire, même si c'est un critère qui reste un petit peu difficile à appréhender. Disons que la rareté de l'offre de formation va plus peser dans l'acceptation de la demande. Et évidemment, il faut que l'artisan qui candidate en tant que formateur puisse justifier d'une expérience significative et en tout cas d'une qualité de savoir-faire irréprochable.
ce qui peut sembler assez évident. Donc en termes de fonctionnement, donc en fait les candidatures se présentent uniquement en binôme. Donc ça c'est une notion qui nous semble assez importante, que le stagiaire fasse la démarche de rencontrer des professionnels, de présenter son projet de formation et qu'il y ait des échanges au préalable pour s'assurer que ça va fonctionner au sein de ce binôme. C'est pas toujours évident puisque la plupart des formateurs qui participent à ce dispositif ont l'habitude de travailler seuls en atelier. Donc, il faut quand même qu'ils aient conscience qu'ils vont devoir accompagner et former une personne à temps plein pendant 1 an. Donc, c'est pas forcément simple de trouver un nouvel équilibre dans cette organisation de travail et dans son environnement. Donc, le choix du formateur et du stagiaire pour le formateur n'est pas anodin et doit être mûrement réfléchi. C'est pour ça qu'on tient à ce que ce soit une démarche personnelle et qu'on ne soit pas juste nous des informateurs en donnant des listes de potentiels artisans qui souhaiteraient former un stagiaire. Alors, on le fait, on peut donner des pistes quand un stagiaire nous contacte, mais en aucun cas, c'est nous qui allons faire les démarches pour eux. Donc, le fonctionnement global, il est assez simple. C'est un enseignement direct en atelier. Donc, le stagiaire est présent pour une formation pratique à temps plein, 35 heures par semaine. Donc, pendant 1 an. Chaque session démarre début septembre. Et donc, pendant 12 mois, jusqu'à début septembre de l'année suivante, il partage l'activité, il participe aux tâches de l'atelier, à temps plein. En complément de cette formation pratique, on propose un programme pédagogique qu'on a élaboré en partenariat avec la Chambre de métier d'Alsace depuis l'année dernière. Donc, c'est un programme qui comporte 150 heures assez bien optimisées, puisque ces 150 heures sont réparties sur 5 semaines à raison d'1 semaine par mois durant le second semestre de la formation. Donc, en 150 heures, c'est pas évident de proposer un programme complet, mais il me semble qu'on parvient tout de même à donner un certain nombre de clés. Donc, en fait, on a un tronc principal qui concerne tout l'aspect création, gestion d'entreprise, donc qui est délivré par des experts formateurs de la CMA. Qui permet aux stagiaires de définir et de préciser leur projet professionnel, puisque dans la majorité des cas, ils créent leur entreprise à l'issue de la formation. Donc, on aborde toutes les questions liées à ces démarches-là, ce qui leur permet de défricher un petit peu le chantier et de ne pas se retrouver en fin de formation face à une montagne et sans savoir comment la gravir. D'autant plus qu'ils peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un accompagnement individuel avec un intervenant de la CMA, même dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant pour eux de se sentir accompagnés. Voilà. Donc, en complément de tout ce module sur la création d'entreprise, on propose des cours plus généraux, donc de communication, puisque c'est un aspect dont ils doivent avoir conscience, qui n'est pas négligeable. L'idée, c'est qu'ils se rendent compte de la réalité du terrain et de ce que représente
une entreprise métier d'art qui ne s'arrête pas à la production. Voilà, le métier d'artisan, il comporte plusieurs métiers en un, et c'est important qu'ils puissent avoir conscience de ça et que l'activité d'un atelier, elle ne s'arrête pas à ce qui se passe uniquement au sein de l'atelier, mais que voilà, le but, c'est d'avoir de la visibilité, de commercialiser ce qu'on produit. Donc, il y a toute cette partie communication. On leur propose également des cours de dessin, ce qui est souvent une découverte pour la plupart des stagiaires et ce qui leur donne envie aussi de continuer et de poursuivre dans cet apprentissage-là, puisque c'est assez important aussi dans ces métiers de savoir faire des croquis, de matérialiser des idées, pour répondre à des demandes spécifiques de leurs clients, de pouvoir tout de suite établir un croquis, ne serait-ce aussi pour répondre à des appels à candidature pour des concours, des appels à projets, etc. On propose également des cours d'histoire de l'art. Alors, en 15 heures, évidemment, on ne va pas ratisser toute l'histoire de l'art, mais l'idée, c'est de leur donner le goût à ça et d'éveiller leur curiosité, de leur donner envie de se nourrir pour affiner leur création et y trouver du sens aussi. Il y a également des cours de scénographie dans lesquels on aborde la question de la participation à des salons, des expositions professionnelles, et ce qui leur permet aussi de mener une réflexion sur un projet commun, puisqu'en fin d'année, on leur propose d'exposer une pièce qu'ils ont réalisée au cours de leur formation, donc plutôt vers la fin de leur formation, une fois qu'ils maîtrisent certaines techniques. Donc, on leur réserve un espace au Salon Résonance au mois de novembre, sur lequel ils font leur exposition collective avec une pièce qu'ils ont réalisée, ce qui leur donne aussi une première visibilité. C'est notamment intéressant pour ceux qui sont déjà dans une démarche de création d'entreprise. Ça leur permet aussi de se faire connaître du public. Et c'est une première expérience de présenter son travail au public et d'avoir les premiers retours. En général, c'est assez galvanisant pour eux et motivant pour la suite. Après, au niveau du financement, alors ce sont des conditions assez privilégiées puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le stagiaire a la garantie d'avoir un revenu minimum, même s'il n'est pas très, très élevé. C'est toujours assez confortable d'avoir une petite rémunération pendant la formation, puisque ce n'est pas évident de cumuler un travail, étant donné que ça se déroule à plein temps, donc soit par Pôle emploi, soit par la région. Et l'artisan n'a aucune charge puisque le stagiaire a le statut de demandeur d'emploi, donc en aucun cas il est apprenti de l'entreprise, donc l'artisan n'a pas à lui verser de rémunération, n'a aucune charge sociale, et au contraire il est indemnisé pour tout le temps qu'il passe à former son stagiaire, et dans la mesure où il fournit le matériel, les locaux et un nombre assez considérable d'heures qui elles-mêmes sont valorisées dans les bilans réalisés. Donc, il perçoit ce forfait de 7 600 € hors taxe pour l'année, ce qui ne couvre de loin pas tout l'investissement qu'il y met. Après, la motivation principale de l'artisan, ça ne doit pas être le côté financier, puisque l'idée, c'est qu'il soit vraiment engagé dans un désir de transmettre son savoir-faire
Voilà, ce forfait, il porte le nom d'indemnité et je pense qu'il porte bien son nom parce que en aucun cas ça peut être un revenu complémentaire. C'est du temps qu'il passe à former son stagiaire, donc du temps qu'il ne consacre pas à la production de son atelier. Donc, je pense que les artisans qui s'engagent dans ce dispositif en se disant qu'ils vont avoir un revenu complémentaire, et je pense qu'ils font fausse route parce que c'est un véritable engagement. Donc, en termes de financement, on a la chance d'avoir le soutien de la région, du Conseil régional Grand Est, qui depuis la session dernière finance l'intégralité du programme. Auparavant, on avait un cofinancement avec le Fonds social européen. Et depuis 2022, donc c'est la région qui prend l'intégralité en charge. Je dis qu'on a une chance inouïe parce qu'en fait, c'est une formation qui n'est pas diplômante, qui est professionnalisante, on va dire. En tout cas, dans ces métiers-là, c'est pas forcément le diplôme qu'on obtient à l'issue qui va déterminer la qualité du travail qu'on est capable de présenter. C'est voilà, la qualité du savoir-faire qui va primer. Malheureusement, les partenaires publics vont de plus en plus dans le sens d'une volonté de financer uniquement des formations diplômantes. Donc, vous le savez, il y a toute une certification, le label Calliope, qui est devenu incontournable pour les formations et qui implique justement le fait que la formation soit diplômante. Pour nous, ça nous semble complètement utopique de parvenir à mettre en place des examens et l'obtention d'un diplôme à l'issue de la formation, puisque chaque année, tous les stagiaires se forment à des métiers différents. Donc, c'est assez compliqué de mettre en place des sessions d'examen. J'ai pas précisé qu'ils sont 12 par an maximum. L'effectif minimal pour que la session ait lieu, c'est 7 et on peut aller jusqu'à 12. Donc, c'est un programme entièrement sur mesure avec des formations totalement individualisées. Et en ça rend le dispositif unique et pour ces raisons-là, on a pour l'instant le soutien de la région Grand Est qui sait et notamment de Christophe Delaveine qui œuvre pour défendre la pertinence de ce programme, puisqu'on a un taux de transformation qui montre tout l'intérêt et la pertinence de cette formation. Donc, pour entrer dans le détail, le coût moyen de l'opération s'élève à 12 600 € par stagiaire, ce qui représente, par exemple, pour la session précédente, environ 114 000 € au total. Donc, pour faire une synthèse sur les résultats qu'on a pu obtenir depuis la création de ce dispositif en 2006, donc on a pu mener à terme 14 sessions, donc comme je vous le disais, avec 12 stagiaires par an maximum, ce qui a permis de former 103 stagiaires, dont 24 pendant 2 ans, puisque sous certaines conditions, cette formation est reconductible une fois, lorsque l'année n'a pas été suffisante pour acquérir tous les savoir-faire nécessaires à l'exercice du métier. En général, on a des demandes de reconduction justement lorsqu'il s'agit d'un projet de reprise d'atelier.
Donc comme, il me semble, globalement dans les métiers d'art, on a, une disparité hommes-femmes avec, du coup, plus de femmes que d'hommes. On est à 2/3, 1/3 à peu près, 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. Sur les 3 dernières sessions, la moyenne d'âge s'élève à 31 ans, donc c'est une moyenne qui a aussi tendance, je dirais, à augmenter, puisque, ça va dans le sens de la logique de ce public en reconversion qui est de plus en plus nombreux. Alors on n'a pas de limite d'âge. Par contre, là, par exemple, cette année, on a une stagiaire qui a 58 ans, il me semble, mais qui est très, très motivée pour changer d'activité et exercer le métier à l'issue de la formation. Après 58 ans, on se dit, on a tendance à penser qu'on est en fin de carrière, alors que pas du tout. Enfin, il lui reste au moins 15 ans à travailler, donc 15 ans, c'est pas rien. Donc là, il n'y a pas de limite d'âge. Après, évidemment, si un jour on a une candidature de quelqu'un de 65 ans, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'intérêt à financer la formation, puisque la région, elle tient à ce que le vivier de professionnels soit renouvelé et que les savoir-faire perdurent. Donc l'idée, c'est de favoriser au maximum l'emploi dans le secteur. Donc forcément, la limite d'âge, elle s'impose d'elle-même. Alors on a souvent soit des personnes assez jeunes qui sortent de CAP, qui veulent vraiment poursuivre leur parcours et se spécialiser à certaines techniques, ou alors des gens beaucoup plus âgés. Voilà, après, c'est très variable selon les sessions. Donc, sur les 5 dernières années, sur 34 personnes au parcours connu, hors poursuite de formation, puisqu'après, il y a on a par exemple une stagiaire qui a été formée au métier de costumier tailleur au sein des ateliers de l'Opéra du Rhin, qui a décidé d'aller à l'école de broderie de Lunéville pour ajouter encore une technique supplémentaire à sa palette de savoir-faire. Après, il y a des poursuites de parcours forcément très, très différentes aussi. Donc, hors poursuite de formation, on a un taux de 50% de création d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment à la sortie immédiate du programme. Donc après, c'est un chiffre qui est à pondérer plutôt à la hausse, puisque en général, c'est assez rare que le stagiaire sorte de formation en septembre et crée son statut dès le mois suivant. Enfin, il y a un petit temps de mise en place des choses. On va dire dans l'année qui suit, souvent, le projet se concrétise. On a 38% qui sont en activité salariée, donc dans la plupart des cas, dans le domaine dans lequel ils ont été formés. Donc, il se peut que l'atelier embauche le stagiaire, l'atelier d'accueil. C'est assez rare puisque l'artisan n'a pas forcément, malheureusement, les moyens d'embaucher, mais ça arrive. Et il arrive aussi que le stagiaire trouve un emploi dans une plus grande structure qui comprend plusieurs salariés. Et on a seulement 12% qui restent en recherche d'emploi. Alors, ça peut paraître beaucoup, à la fois beaucoup et peu, mais dans ces 12%, je dirais que ce sont principalement des stagiaires qui se cherchent encore, qui n'osent pas vraiment se lancer, qui se heurtent à des problématiques
lié au financement de leur projet. Selon le métier, il y a quand même des domaines qui demandent des investissements lourds. Je pense à l'ébénisterie, par exemple. En l'occurrence, c'est plus... en ébénisterie, les stagiaires sont plutôt formés dans le domaine de la restauration de meubles anciens. Mais voilà, ça nécessite quand même l'acquisition d'un package de départ en termes d'outillage qui est assez onéreux. Donc, je pense que c'est ce qui les retient principalement. Voilà, donc je pense avoir tout dit dans les grandes lignes sur ce dispositif. Je vais laisser la parole à Pascal Vallon qui est d'Horreur à Rombach-le-Franc et qui a pu former justement pendant 2 ans Romain Berthomé au sein de son atelier, qui lui a créé son entreprise tout de suite en sortant de formation et pour qui, je crois, ça fonctionne plutôt bien. Ça fait plus d'1 an qu'il a créé son activité et ça nous semblait intéressant qu'elle vous livre son témoignage en tant qu'artisane formatrice. Voilà, donc Pascal, je te laisse la parole. Oui, merci Séverine. Vous m'entendez bien? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Je vais quand même essayer de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit, parce que le thème, c'est quand même, est-ce qu'on peut transmettre une entreprise métier d'art? Et de façon générale, l'artisan d'art travaille seul. Donc, transmettre une entreprise qui est une entité juridique, c'est transmettre une clientèle. Et souvent, dans les métiers d'art, la clientèle, c'est un client ponctuel et c'est une clientèle qui doit donc se renouveler sans cesse. Le métier d'art également, c'est souvent un métier qui est lié au savoir-faire et aussi aux qualités de la personne, qui va essayer de transmettre tout cela. C'est un métier passion qui est souvent exercé jusqu'à la mort, on peut dire, hein. Donc, il faut que la personne intéressée dans la transmission partage les mêmes valeurs de vie et ne soit pas trop pressée de gagner beaucoup d'argent. Parce que, comment dire? Les femmes sont souvent plus patientes dans ce domaine, c'est pour ça peut-être qu'il y a plus de femmes dans les statistiques. La reconnaissance également professionnelle de métier d'art se fait effectivement par un diplôme, mais également par 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Alors pour en revenir à la transmission de savoir-faire rares dispensés à la chambre de métier et dans les ateliers et gérés par la FREMA, dans les faits, le binôme travailler à 2, c'est sans dire, c'est travailler, s'entendre, avoir pour ce nouvel arrivant des qualités manuelles indéniables, mais c'est aussi un état d'esprit, un échange, trouver des valeurs communes. C'est aussi partager des idées, accepter les remarques, ne pas compter son temps, être véritablement passionné par le métier. Ce sont tous ces rapports humains qui vont contribuer à la réussite de cette formation particulière sur une année, voire reconductible sur 2 ans. Vous avez compris, chacun doit y trouver son compte. Ce n'est pas à sens unique. Nous ne sommes pas dans une formation YouTube. Derrière un écran, nos travaux sont très physiques. Et pour en revenir à Romain Berthomé, il était effectivement en tant que demandeur d'emploi, mais il est passé 1 année en contrat de professionnalisation par la chambre de métier, par la NPE, avant de rentrer dans le binôme de transmission de savoir-faire, qui s'est déroulé sur 1 année et ensuite sur une 2e année exceptionnelle, puisque nous avons eu le Covid qui est passé par là, mais ça a été plutôt bénéfique de notre côté. On a pu rester plus longtemps à travailler ensemble. Et ensuite, je l'ai suivi pour qu'il puisse passer un diplôme de CAP en tant que candidat libre à Paris, à la Bonne Graine, au centre de formation d'apprentis.
Ce qui a permis effectivement, après toutes ces années, d'arriver à la construction d'une entreprise par Romain et qui fonctionne bien puisqu'actuellement il est embauché par une grosse entreprise, à l'étranger, qui est française à l'étranger, qui travaille sur des chantiers, à Londres, New York, et cetera. Voilà, et de mon côté, bien écoutez, j'ai moi-même été formée par un maître à Paris qui m'a appris le métier, que je transmets et qui m'a été confié, un métier qui m'a été confié, un savoir-faire et au-delà duquel, se transmet aussi des valeurs comme, le respect mutuel, l'amitié, en conclusion. Voilà, c'est mon témoignage. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour nos intervenants, c'est le moment de les poser. Vous avez le chat sur le côté pour poser vos questions. Nous, on les lit à haute voix. Donc si vous avez des questions à me poser concernant la pratique dans la transmission par binôme, je suis disponible. On va les laisser un peu mûrir leurs questions peut-être. Écoutez, je pense que le webinaire a été très clair, très complet. Et puis, si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous n'hésitez pas à contacter vos référents métiers d'art. Il y aura les coordonnées tout à l'heure dans les slides qui suivent. Oui, si je peux juste ajouter une petite chose. Parler du recrutement en fait du dispositif. Donc en fait, là on va tout juste ouvrir le recrutement pour la session 2023-2024 qui démarrera début septembre jusqu'au 31 mai. Ensuite, on organise des entretiens de motivation au mois de juin. Donc si vous connaissez des professionnels qui ont ce désir de transmettre ou qui ont un projet de reprise d'atelier, n'hésitez pas à en parler. Si vous êtes sollicité s'il y a des professionnels qui nous écoutent et qui sont sollicités par des stagiaires, sachez que cette solution existe et est vraiment avantageuse pour les deux parties. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci. Et je me permets juste, Léa, est-ce que du coup c'est possible d'envoyer le petit questionnaire de satisfaction Oui, bien sûr. Alors, ça ne vous dérange pas, on vous enverra juste un petit questionnaire par mail à nous retourner pour savoir ce que vous avez pensé de cette présentation et voir aussi les thèmes que vous voudriez éventuellement voir abordés par la suite. Complètement. Oui, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Hein. On est toujours preneurs de vos idées et vos ressentis pour répondre au mieux à vos besoins. On a justement une offre assez large à la Chambre de métier. Ce sont différents passes. Donc, on a par exemple le pass transmission qui est très bien en rapport avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est nos chargés de développement économique qui vous accompagnent en fait sur différentes thématiques en fonction de vos besoins. On a le pass création reprise, le pass performance et le pass durable également. Donc là, n'hésitez pas à contacter vos chargés de développement économique sur vos territoires. Vous pouvez également passer par vos référents métiers d'art. Donc, ils sont 7 au total. On a Marion André pour l'Aube et l'Haute-Marne, Pierre-Étienne Pichon pour la Meuse, Anthony Gasperin pour l'Ardenne et la Marne, Pierre Stranger pour la Moselle, Pascal Lepape pour la Meurthe-et-Moselle, Isabelle Aubertin pour les Vosges et pour l'Alsace, et moi-même, Léa Macha. Il y a aussi la coordinatrice Irina Canton qui englobe
cette problématique. Vous avez toutes les coordonnées des référents ici. Le webinaire est enregistré, donc si vous attendez quelques secondes à la fin, vous pouvez y avoir accès. Il y a également un mail qui va vous être envoyé normalement pour le télécharger. Donc vous retrouverez toutes les coordonnées dans le PowerPoint. Il y a aussi le site internet Métiers d'Art Grand Est auquel on vous invite vivement à vous inscrire. C'est un annuaire en ligne qui répertorie tous les métiers d'art sur la région Grand Est. Votre contact, c'est Christophe Delavenne, mais vous pouvez également passer par les référents métiers d'art de votre territoire. Les prochains webinaires, donc on aura le 4 avril, Je rejoins un tiers-lieu, où on découvrira la Cité du Fer en Lorraine. Et le 20 juin, Comment j'adapte mon positionnement créatif. Donc on espère que ce sont des thématiques qui vous plairont. Au niveau des formations, on a beaucoup de formations spécifiques pour les métiers d'art. Donc, vous avez la liste ici. Vous pouvez la retrouver dans le replay. Différentes dates sont déjà proposées. Certaines thématiques de nouvelles dates sont à venir. Mais voilà, certaines sont en présentiel, d'autres en distanciel. Là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de votre référent métier d'art pour plus d'informations. Donc, vous avez les coordonnées. Et un grand merci à nos intervenants. Merci pour leur expertise, pour ce webinaire très complet. Et n'hésitez pas encore, hein, si vous avez des questions, on peut se prendre encore quelques minutes pour y répondre. Très bien. Alors, pas de questions pour Madame Villeneuve. N'hésitez pas. Je pense que le webinaire a été très clair, très complet. Vous avez toutes les coordonnées. N'hésitez pas à vous rapprocher auprès de vos référents pour plus d'informations. Et je vais donc libérer nos intervenants. Encore un grand merci pour votre participation. Merci à vous. De rien, merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.